Bonsoir, c'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. Et ensemble, nous recevons pour cette première partie Bruno Le Roux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et vous êtes aussi député de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être... Alors donc vous êtes président, oui je le disais, du groupe socialiste à l'Assemblée, un poste à haut risque, puisque c'était vous qui aviez la charge de mater les frondeurs socialistes. Devant leur détermination, vous n'avez pas réussi, mais dans le fond, personne n'a réussi, visiblement, et même pas Manuel Valls, puisqu'il a utilisé le 49.3. Vous êtes désormais tous mobilisés à gauche, au PS, sur les élections départementales avec le premier tour, dimanche prochain, mais on commence par l'actualité internationale dramatique en Tunisie qui résonne douloureusement avec les attentats de janvier en France. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, donc s'envole pour Tunis. Petite question, dans le fond, comment aider la Tunisie à lutter, elle aussi, désormais, contre le terrorisme? En coopérant, surtout, en ayant des relations sur absolument tout, en échangeant des informations sur tout. La coopération... C'était pas le cas avant? Ça doit être renforcé. Et chaque fois que l'on voit qu'il y a un attentat, ce doit être la façon de se poser les questions. Je pense que peut-être que nous avons été confrontés à cela. Il y a maintenant 3 mois, à peine. Ouais. Nous avons peut-être des retours d'expérience à transmettre tout de suite pour ce qui va se passer derrière, pour les liaisons qu'il peut y avoir entre ceux qui ont commis cet acte terroriste et d'autres éventuellement autour. Et donc c'est en cela que je pense que le déplacement de Bernard Cazeneuve est utile, pas simplement pour dire notre solidarité, elle est totale, pas simplement pour dire notre volonté de coopération, elle est nécessaire, mais pour dire ce qu'a été l'expérience de la France dans les jours qui ont suivi, ce qu'il a fallu mettre en place et pour venir en aide concrètement par le retour d'expérience à nos amis tunisiens. D'un autre côté, vous ne croyez pas qu'ils ont un peu plus aussi d'expérience en matière de djihadisme? Jamais les formes changent de djihadisme, les formes d'attaque sont en train de changer, les groupes sont moins bien identifiés et pour autant il nous faut aujourd'hui assurer la sécurité de tous nos concitoyens. C'est en cela que toutes les coopérations sur tous les sujets sont nécessaires entre démocraties. Alors, le terrorisme, il en était question aussi ce matin au Conseil des ministres avec le projet de loi sur le renseignement qui a été dévoilé. Donc, les services de renseignement vont être musclés, notamment en matière de surveillance des mails, des courriels, des écoutes. Je vous propose d'écouter Manuel Valls. Il ne s'agit en aucun cas de mettre en œuvre des moyens d'exception ou une surveillance généralisée des citoyens. Le projet de loi prévoit expressément que cette surveillance renforcée concernera les communications des seuls terroristes. Cela démontre bien qu'il n'y aura aucune surveillance de masse. Pas de Patriot Act à la française. Bruno Le Roux, la voie est étroite. C'est une crête difficile. D'un côté, les libertés, de l'autre, la nécessité absolue du renseignement. Est-ce que vous pensez arriver à tenir la balance? Il faut la tenir au point d'équilibre, parce que de toute façon, il y aura d'autres attentats, malheureusement, et il y aura à nouveau interpellation, demande de renforcement de l'arsenal. La clé étant le renseignement, tout le monde le sait. Donc, On dit qu'il y aura d'autres attentats, notre travail c'est de les éviter et c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas lieu. Et pour cela, d'essayer de les déjouer en écoutant, les déjouer en profitant de toutes les failles de ceux qui veulent les commettre. Et il y a forcément aujourd'hui des failles qu'il faut exploiter, des individus qu'il faut surveiller. Et j'ai écouté Robert Badinter, vous savez, pour moi, il a toujours une voix particulière sur des sujets comme ça, qui disait l'État républicain, ça ne peut pas être l'état de faiblesse. Et donc nous ne devons pas être en état de faiblesse. Et là, sur ce texte, renseignement, nous donnons un cadre juridique, en fin de compte aussi, aujourd'hui à des services qui utilisent des moyens sur lesquels juridiquement il n'y a pas de base pour assurer leur défense, pour assurer leur... Et donc c'est un texte qui vient à point aujourd'hui pour conforter nos services de renseignement et pour développer leurs moyens. Parce que la précédente loi, elle date d'il y a seulement quelques mois, quelques semaines même. C'était le mois de novembre de l'année dernière. Donc, mais une partie de l'opposition, au moins de l'UMP, a affirmé son intention de voter ce texte. Et on sent qu'il y a quand même pas mal de réticences dans certains secteurs de la gauche. Alors,
Roselyne a évoqué tout à l'heure les frondeurs. Il y a peut-être aussi des, je ne sais pas si ça concerne les frondeurs, mais des gens qui à gauche vont trouver que voilà. C'est liberticide. Il y a toujours ceux qui derrière. Mais nous avons eu ce débat sur la loi contre le terrorisme il y a maintenant quelques semaines. Est-ce qu'il y a eu péril sur les sites qui sont des sites qui diffusent des informations normales? Non. Pour l'instant, et avec toutes les difficultés que l'on connaît, il y a 5 sites qui font l'apologie du terrorisme, l'apologie aujourd'hui de la lutte contre les démocraties qui ont été fermés. Et c'est difficile de fermer. Oui, ce n'est pas encore, il suffit pas de claquer les doigts. Donc, mais là, il n'y a pas eu du tout. Et on nous faisait déjà le procès il y a quelques mois que cela allait permettre de mettre en cause des sites qui pourtant... Non, nous n'en sommes pas là. Ce que nous voulons, c'est protéger la République, la démocratie et le monde contre le terrorisme, la barbarie, ceux qui font aujourd'hui l'État islamique. Et donc, je n'accepterai, moi, aucune forme de débat qui soit d'opposer ce que nous allons faire pour garantir la sécurité à nos concitoyens avec un recul des libertés. Parce que ceux qui sont sur ce débat, ils font aussi, en quelque sorte, le jeu de ceux qui veulent attenter aux démocraties. En laissant à penser que nous faisons reculer les libertés, ils donnent raison à ceux qui veulent voir reculer les libertés dans nos démocraties. Alors, on va parler de, si vous le voulez bien, de passer à la politique française. Donc, le premier tour des départementales, c'est ce dimanche, avec des sondages qui placent le Parti socialiste en dernier, loin devant le Front national à l'UMP et l'UMP. Alors, est-ce que vous êtes psychologiquement prêt à la défaite? Mais non, parce qu'il s'agit d'élections qui vont concerner, ce n'est pas un sondage, ça va être des élections pour des dispositifs très concrets. Des dispositifs de solidarité, des dispositifs éducatifs. Et donc, moi, je ne me résous pas à ce que l'on change des équipes qui ont bien géré, qui sont reconnues, au prétexte qu'il y aurait comme cela, nationalement, d'abord un désintérêt. Donc vous faites fi des sondages? Mais je ne fais pas fi des sondages, mais j'essaye de les regarder toujours avec ce que j'ai dans ma poche, c'est-à-dire une calculette. Parce que quand je regarde les sondages dont vous me parlez, je m'aperçois que la gauche, le Parti socialiste, est à un niveau qui n'est pas le plus haut que l'on ait connu, mais qu'il est très largement en tête à gauche. Et que si les partis qui sont à côté de nous à gauche avaient accepté sur cette élection, alors que nous gérons ensemble des départements, alors que nous gérons ensemble les régions, alors que nous gérons ensemble des villes, avaient accepté l'union, alors ça changerait la face de ce scrutin. Et l'on dirait, tiens, la gauche est en tête. Elle est en tête des intentions de vote. Et la droite et le Front national vont se livrer à un débat pour savoir qui arrive second. Et cela changerait. Et donc je regrette la division et je demande aux électeurs dans les urnes dimanche de mettre fin à la division à gauche en votant pour le candidat de gauche susceptible de gagner, susceptible de représenter la gauche. La division à gauche, c'est vous qui en êtes responsable? Mais bien entendu que non. Nous n'en sommes aucunement responsables. Qu'est-ce qui vous empêchait de faire des listes communes? Mais nous avons proposé des accords jusqu'à il y a encore quelques heures. Et nous proposons jusqu'au premier tour d'enlever nos candidats partout où il y a un sortant qui n'est pas socialiste. Et nous demandons la réciprocité. Donc nous avons cherché l'unité depuis maintenant 6 mois, proposant... C'était en plus assez facile. Ce scrutin est nouveau. Il y a 4 candidats par canton, 2 titulaires, 2 suppléants. Nous avons essayé dans mon département, nous avons réussi à faire un accord avec Europe Écologie Les Verts. Ils auront, si nous gardons le département demain, plus de conseillers départementaux qu'ils n'en avaient. Et donc je regrette que l'attitude d'une partie de la gauche, ça a été d'abord d'aller au suicide, c'est-à-dire de disparaître dimanche soir des élections départementales, mais en même temps d'essayer d'empêcher le Parti socialiste de garder les départements qu'il a aujourd'hui. Parce que autant il est vrai que si on agrège les voix de gauche et qu'on regarde les sondages, les voix de gauche sont en tête. Avec 35 ou 36%. Mais on sait bien que ce ne sera pas l'agrégation, ce sera l'éparpillement. Je le regrette. Donc vous allez vous trouver devant un maximum, enfin je ne sais pas combien, de cas de figure où les candidats de la gauche vont être éliminés au soir du premier tour par le jeu de la barre des 12,5% des inscrits nécessaires pour se maintenir. Donc vous allez être en face de devoir à nouveau voter pour l'UMP pour éviter que les sièges n'aillent au FN. Mais je veux être très clair, puisque nous sommes aujourd'hui 3 jours avant le scrutin. Bien entendu que dimanche soir, nous aurons une position qui sera de clarté absolue. Et là où la gauche disparaîtra parce qu'elle a été divisée, nous aurons une position claire de faire battre le candidat du Front national, le candidat qui n'est pas du Parti républicain. Assumer de voter pour l'UMP. Mais bien entendu.
Et bien entendu, cela n'y a jamais fait le moindre débat chez nous et ça ne fera pas le moindre débat dimanche soir. Mais puisque nous sommes 3 jours avant, je demande aux électeurs de ne pas se retrouver dans ce cas de figure. C'est-à-dire de voter quand ils vont rentrer dans leur bureau de vote pour le candidat de gauche qui soit capable d'être là au second tour. Et donc le candidat sortant, bien souvent, le candidat de Parti socialiste. Et je leur dis, attention, ne nous retrouvons pas nous-mêmes dans la situation dimanche soir d'avoir à gérer plus qu'il ne le faut, ce débat du désistement en faveur du candidat républicain. Mettons la gauche au second tour. Et pour mettre la gauche au second tour, d'abord, votez pour les sortants partout où ils sont. Et quels qu'ils soient à gauche. Et donc, je demande qu'on vote pour les sortants socialistes, pour les sortants communistes, pour les sortants, ceux qui ont géré. Et ensuite, qu'on se retrouve derrière le parti qui est capable de gagner, d'être présent au deuxième tour. Ce sont les candidats du Parti socialiste. Mais est-ce que ce système n'est pas au bout de la route l'union, ce qu'on a appelé l'union de la gauche ou la gauche plurielle? Est-ce que ce n'est pas une fin de cycle? Parce qu'on voit bien les candidats communistes, par exemple, qui se réclament du parti de gauche. On a surtout en tête les invectives, voire les insultes de leurs leaders vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis des socialistes, etc. Et ensuite, on va expliquer qu'il faut voter les uns pour les autres. Ça n'a plus de sens. Mais si, c'est exactement le sens que je veux donner, par exemple, au combat que je mène localement contre le Front National. Quand on vote pour un conseiller départemental, on ne vote ni pour M. Mélenchon, ni pour Mme Le Pen. Bien entendu qu'ils vont faire des agrégations. L'un ne sera pas satisfait de son score, l'autre, je ne l'espère pas qu'elle le soit trop. Mais c'est le risque qu'il y a dimanche. Et pour autant, nous nous retrouverons au bout du compte avec des conseillers départementaux. Et ces conseillers départementaux ne seront ni M. Mélenchon, ni Mme Le Pen. S'agissant du parti de Mme Le Pen, ça sera souvent des gens dont on fait le portrait robot. Il a été fait par de multiples publications. Un homme et une femme connus pour des propos souvent racistes, antisémites, homophobes, sexistes. C'est cela la réalité sur le terrain aujourd'hui des candidats du Front National. C'est une centaine de candidats FN répertoriés de la façon dont vous le dites sur 2000. C'est absolument énorme. Et il y a tous ceux que l'on ne connaît pas, qui ne se sont jamais exprimés, qui sont sur une affiche et qui n'ont jamais été rencontrés un seul des concitoyens de leur canton. C'est la plus grande partie. Vous savez, quand on ne les connaît pas, on n'entend pas ces propos. C'est bien souvent quand on les connaît. Et dès qu'on les connaît, on entend des propos comme cela. Est-ce que vous pensez que... Oui, néanmoins, le pronostic est que vous êtes quand même extrêmement défavorable. Est-ce qu'on peut envisager qu'au soir du second tour, par exemple, vous perdiez le département de la Seine-Saint-Denis? Je ne le crois pas. Ce qui serait un symbole fort. Et je repartirai, bien entendu, dès l'émission passée, en Seine-Saint-Denis, pour convaincre les électeurs de gauche, d'abord de venir voter, et ensuite de voter pour les candidats qui ont géré leur département, ceux qui ont fait la rénovation des collèges, ceux qui ont fait les structures de crèches pour la petite enfance, ceux qui ont fait des réalisations très concrètes. Manuel Valls a choisi de politiser le scrutin et d'en dramatiser les enjeux. Est-ce que si il y a un échec, vous ne donnez pas à la défaite un poids encore plus lourd, en quelque sorte pour donner une image? Vous le savez, plus on frotte sur la tâche, plus elle apparaît. Et est-ce que ce sera pas désastreux pour il n'y a pas de bataille électorale, surtout là, elle est nationale. Nous ne sommes plus dans un renouvellement par tiers comme on l'a connu il y a longtemps, ni par moitié comme c'était le cas auparavant. C'est un renouvellement national de tous les conseillers départementaux. Donc c'est un thermomètre de la politique, de la situation politique. En tout cas, c'est une élection qui est une élection sur des structures locales, départementales, mais qui est une élection sur tout le territoire. On n'aurait pas compris que le Premier ministre ne s'engage pas. Ce n'est d'ailleurs ni son tempérament, ni sa façon de faire. Son tempérament, c'est de s'engager, sa façon de faire, c'est d'être clair sur les enjeux. Et il a essayé de faire les deux. Mais certains suspectent Manuel Valls de se servir du Front National, dans le fond, d'agiter le chiffon rouge pour diviser la droite. Est-ce que c'est une bonne stratégie Mais il n'y a pas besoin de cela d'abord pour constater l'attitude de la droite, l'absence d'idées. Et donc ce n'est pas le Front National qui conduit aujourd'hui, je pense, à diviser la droite. C'est elle-même, les débats en son sein. Et puis nous aurions aujourd'hui tort de ne pas dire qu'un Front National annoncé dans des sondages à 30% est une perspective pour la France qui entrevoit des perspectives d'avenir, qui entrevoit des capacités à rassembler les Français, à faire en sorte de les mobiliser. C'est tout le contraire. Et donc nous aurions tort de ne pas dire la réalité de ce que serait demain notre pays. Ce serait quoi la réalité? Mais la réalité, c'est un pays qui sera en opposition totale entre nos concitoyens, qui sera en opposition d'abord parce que les idées de ce parti ne sont pas les idées républicaines et qu'elles s'opposeront donc à ce qu'est la République partout dans nos territoires. Et c'est ça la conséquence demain. C'est pas simplement un vote de ras-le-bol, les cantonales. Et quand il y a un Front National annoncé à 30%, oui, les départementales. Et quand
quand il y a un Front National annoncé à 30%, je préfère dire la façon dont ça se passerait après, plutôt que d'attendre, comme le font beaucoup de commentateurs, en se disant « Ah tiens, on verra bien quelles en seront les conséquences ». Les conséquences, on les connaît. Vous savez, vous connaissez un pays qui est bien vécu avec l'extrême droite? Aucun. Pas un seul. En tout cas, on comprend bien que c'est un moyen de mobiliser, c'est un thème de mobilisation pour, en direction des abstentionnistes de la gauche, voire aussi de la droite UMP. Donc on a bien compris cela. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est qu'on va vous dire, mais si le Front National est à ce niveau, vous y êtes quand même pour quelque chose. Les 2 années qu'on vient de passer, qui ont été des années difficiles, et des années où on a bien vu certains secteurs de l'opinion s'exacerber ou devenir très à cran. On va dire, mais c'est votre politique, donc c'est vous, donc c'est votre bilan. Oui, le bilan, je l'assume bien entendu, mais enfin, sur la compétitivité, ce que nous avons fait depuis 2 ans pour les entreprises, c'était nécessaire pour le pays. Et c'était nécessaire pourquoi? Parce qu'elle était profondément dégradée, ce n'est pas nous qui l'avons dégradée. Sur le chômage, les mesures que nous prenons pour essayer de renverser cette courbe, elles sont quand même dues à des dispositifs qui n'avaient pas été mis en place avant nous. Donc j'assume bien entendu ce que nous faisons. Mais là encore, je m'adresse aux électeurs. Ce n'est pas au moment où les chiffres du chômage se stabilisent, baissent pour les jeunes, se stabilisent et vont baisser pour toute la population que l'on doit essayer de trouver d'autres solutions ailleurs. Ce n'est pas au moment où l'OCDE nous annonce des perspectives de croissance qui sont supérieures à celles que nous avons annoncées, où l'investissement des entreprises est en train de repartir, où les déficits de la sécurité sociale sont en train de baisser plus que nous ne l'avions prévu, sans rien renier sur la santé des Français. Ce n'est pas dans ces moments-là qu'il faut aller chercher ailleurs. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, qui ne concerne pas simplement le Front National, qui est tout le temps en train de dénigrer la France, de dire c'est une posture un peu trop commune à tous les observateurs, un peu trop commune à tous les commentateurs, que de dire la réalité, de l'absence de réalité des propos en disant que tout va mal dans ce pays, qu'on vivrait plus mal qu'ailleurs. Ce n'est pas la réalité, ce n'est absolument pas la réalité, et vous le savez d'ailleurs. Merci Bruno Le Roux. Est-ce que vous pouvez juste me répondre par oui ou par non, parce que c'est la fin de cette première partie. Y aura-t-il un remaniement après les départementales? Non, je ne le sais pas. Non. Ah. Mais je ne le décide pas. Moi, ce que je décide, je le sais. Mais c'est bien je du politique, pas, donc je vous dis non. C'est bien du langage politique. Je dis non. Bravo. Merci. Et dans un instant, après quelques infos, notre deuxième invitée, Marine Le Pen.